processus de paix de Doha, les gouvernements de la République démocratique du Congo activent son engagement, néanmoins dans tous les décans, c'est-à-dire au gouvernement de la RDC, M23/AFC. Ils s'entre-accusent. Que l'analyse faire de ces pourparlers? Y a-t-il une lueur d'espoir? Mesdames et messieurs, vous regardez HK6 Télévision à travers le monde. Bienvenue dans ce numéro d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir monsieur Jean-Claude Capeta. Il est cadre MLC. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christian. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la radio HK6. Merci, radio et télévision. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ces plateaux. En tout cas, c'est un honneur pour moi de me retrouver encore sur ce prestigieux plateau que tous les Haut-Katangais apprécient beaucoup. Merci beaucoup. Vous suivez de plus près le processus de paix de Doha. Quelle lecture faites-vous après les accusations qui fusent de partout, que ce soit du côté de rebelles, que ce soit du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez que à l'entrée ou à l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a hérité un pays gangréné par des groupes rebelles. Et il y a un rapport d'ailleurs des Nations Unies qui a dénombré au moins plus de 200 groupes rebelles locaux, plus 13 groupes rebelles internationaux, bien étrangers, dont le M23, qui sont les plus armés et qui commettent des dégâts. Alors, pour tenter de résoudre cette question de crise de sécurité à l'Est, le chef de l'État a pensé, a réfléchi de pouvoir d'abord s'attaquer à la cause. La grande cause de la guerre de l'Est, c'est le voisin qui nous envie parce que nous avons des richesses, parce que nous avons tout ce que nous avons, la potentialité que Dieu nous a donnée. Les voisins, vous parlez de Paul Kagame. Je ne parle pas de Paul Kagame, je parle du Rwanda. Alors, pour tenter, n'est-ce pas, de trouver la solution à cette crise qui a perduré pendant 30 ans durant, alors le chef a réfléchi d'emprunter d'abord la voie des négociations avec la cause principale, c'est le Rwanda. Raison pour laquelle vous avez vu, il y a eu un sommet des chefs d'État à Luanda, en Angola, en 2024. Et le sommet qui réunissait le chef de l'État Félix Tshisekedi, Paul Kagame et João Lourenço. Après ce sommet, il fallait qu'ils aillent signer les accords. Ben, il s'est avéré qu'il y a des valets locaux, certains Congolais, qui sont utilisés, n'est-ce pas, par le Rwanda pour tuer leurs frères, pour déstabiliser, n'est-ce pas, notre pays. Alors pour cela, le chef ne voulait pas vraiment négocier avec ces gens-là. Parce qu'il sait que... Il était catégorique. Il était catégorique. Voilà. Et au finish, voilà, le pourparler. Voilà. Il était catégorique parce qu'il savait que la cause, c'est le Rwanda. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez vu, nous avons signé l'accord de Washington pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre fin à cette crise. Mais il s'est avéré qu'il faut quand même les recevoir aussi, les écouter, les entendre. Raison pour laquelle le chef... Avec leur cahier de charge en poche. Il faut le spécifier. Évidemment. Je vais dire que le processus de Doha, dans le cadre des négociations avec les M23, c'est la continuation du processus du Kenya, en fait. Ce processus qui consistait, n'est-ce pas, à réunir tous les groupes armés et les proposer le chemin des désarmements, de se désengager de la guerre et aussi de s'insérer dans la société. Ça, c'est ce qui était le processus du Kenya, comment on a qualifié, si vous pouvez m'aider. Médiateur. Vous parlez de médiateur. Le médiateur, c'est Uhuru Kenyatta, l'ex-président kenyan. Alors, pour le moment, on comprend que Doha a récupéré la situation. Doha veut réconcilier, n'est-ce pas, toutes les deux parties, la RDC et... Pourquoi le préalable n'est pas respecté jusqu'ici? Les cessez-les-feux, les localités continuent à s'agiter. Pourquoi il n'y a pas respect de principe? Bon, vous savez que l'accord de principe, d'abord, ce n'est pas un accord parce que ça n'a pas de valeur juridique. Ça n'a pas de valeur juridique. Et donc son respect ne devrait pas être de rigueur. L'accord de principe, d'abord, c'est une volonté émise par les deux parties
de pouvoir cheminer, de pouvoir collaborer, de pouvoir, n'est-ce pas, négocier. Donc le respect était facultatif. Effectivement, le respect est facultatif. Alors, si vous dites pourquoi il n'y a pas de respect de cessez-le-feu, vous savez que Kagame est risé. Il joue sur le temps. Parce que pour eux, lorsque la guerre continue, le gouvernement perd en temps. Le gouvernement ne saura pas, n'est-ce pas, faire le travail qu'il lui faut. Alors, s'ils savent, ils doivent jouer sur le temps, ils mettent des caprices et tout. Mais on comprend que ce ne sont pas les rebelles du M23 qui agissent. C'est toujours l'armée rwandaise. Parce que jusqu'alors, l'armée rwandaise ne s'est pas encore retirée sur notre territoire. Et donc, moi je pense que d'abord, de prime abord, ils doivent faire pression à Kagame de cesser avec ces hostilités, de cesser d'embellir. Une pression diplomatique ou vous parlez d'une autre forme de pression? Évidemment, la pression diplomatique, vous savez que cet accord qui a été signé à Washington a été parrainé par les États-Unis d'Amérique et qui est une superpuissance, une grande puissance d'ailleurs mondiale. Alors nous sollicitons à ce qu'il y ait des pressions sur Kagame qui arme ces gens-là, parce que c'est lui qui donne les armes, c'est lui qui les donne, qui les assiste en moyens, en matériel, en tout. Mais jusqu'ici, on doit le dire, le préalable n'est toujours pas respecté. Qu'est-ce qui rassure que la suite serait à l'avantage de la République démocratique du Congo, alors que tout ce qui avait été dit, rien de tout ça n'est respecté? Vous savez que le cahier des charges dont vous avez d'ailleurs insinué ici, de la part de l'AFC M23, les raisons qu'ils ont amenées, ce sont toujours les volontés ou bien la volonté du Rwanda. Laisser les deux provinces de l'Est être dirigées pendant 8 ans. La libération par l'AFC M23. Voilà. Ça, c'est ce qui n'est pas normal. Il ne peut pas y avoir un État dans un État. Et donc, vous comprenez que ces gens-là n'ont pas un cahier de charges, ils n'ont pas de raisons valables de leur guerre. Mais qu'est-ce qui prouve que si ces gens-là n'ont pas la volonté de cesser les feux, mais le gouvernement, quant à lui, active son engagement tout en misant sur la ligne rouge à ne pas franchir, et donc le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale, réinstauration de la paix et la crise humanitaire. Comment cette détermination peut-elle pratiquement s'expliquer alors que l'ennemi de son côté, voilà, il se sent comme un poisson dans l'eau? La reconquête de l'intégrité nationale, ou bien de l'intégrité territoriale, ça je dirais, c'est un devoir de l'État, un devoir du gouvernement. Qu'il pleuve, qu'il neige, les gens là doivent libérer les zones occupées. Quand est-ce qu'ils doivent libérer? Parce que le dialogue continue. Ils ont mis des caprices, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, mais au moins ils sont rentrés encore à la table de négociation. Nous voulons à ce que ces gens-là comprennent que, après le dialogue de Sun City, nous avions dit, nous Congolais, tous, on a dit que seul le peuple a le pouvoir de départager tous les leaders politiques qui veulent gérer ce pays. Ça veut dire que nous ne pouvons plus recourir aux armes pour pouvoir accéder aux affaires, pour pouvoir accéder au pouvoir. Vous avez les ambitions politiques, créez votre parti politique, vous avez des ambitions politiques, n'est-ce pas, ou bien vous êtes mécontent d'une gestion. Là, c'est un conseil que vous donnez à ceux qui ont recouru aux armes. Je les rappelle, ce n'est pas un conseil, ils savent. Ils savent que c'est ce qui a été décidé, raison pour laquelle la Constitution d'ailleurs existe. Elle ne permet pas le recours aux armes pour pouvoir accéder aux affaires. Mais mener une lutte démocratique et gagner les élections, par exemple, convaincre la population. Si vous avez une masse derrière vous qui vous soutient, à ce moment-là, vous avez déjà la légitimité et on va vous accorder... On vous sent beaucoup plus optimiste par rapport à la reprise des pourparlers. D'où tirez-vous cette conviction-là? Je sais que l'État est engagé. Le gouvernement congolais est engagé, n'est-ce pas, à reconquérir les territoires occupés. Si ils acceptent par voie des négociations, par voie de dialogue, ça va aller. Mais s'ils refusent, l'État va s'imposer. L'autorité de l'État va se faire sentir encore. Je pense que, bien qu'il y ait des faiblesses, des défis à relever au niveau de notre armée, et là je vais demander au gouvernement, n'est-ce pas, de passer déjà au nettoyage de notre armée, de tous ceux qui trahissent dans l'armée, on doit les mettre de côté, former une armée d'élite, une armée dissuasive, une armée qui doit attaquer, une armée, n'est-ce pas, de patriotes engagés, parce que c'est l'armée qui fait respecter une république, c'est l'armée qui fait respecter un État. Aujourd'hui, si Kagame se joue de nous parce qu'il sait que notre faiblesse, c'est qu'il n'y a pas d'armée, et ça c'est une évidence.
Vous voyez les généraux qui trahissent, vous voyez Donc vous voyez l'infiltration. L'infiltration à outrance, ça veut dire que nous n'avons pas l'armée dans notre pays. Et ça, nous demandons à ce qu'il y ait vraiment un nettoyage. On doit nettoyer notre armée et nous devons attaquer ces gens-là, nous devons les imposer la paix, nous devons les imposer, n'est-ce pas, la reconquête même de nos territoires. Alors, pendant que le pourparler s'observe, de l'autre côté, le Kenya a nommé pratiquement son ambassadeur dans la partie sous occupation de rebelles. Qu'est-ce que cela présage, selon vous, en tant que politique? Pour moi, je dirais que c'est une provocation du Kenya. Et vous savez que les relations avec le Kenya ne sont pas en bon terme avec la République démocratique. Non, mais il y a peu, on a vu que ça s'est resserré. Je vais vous dire ceci, monsieur Christian. La création d'un consulat et la nomination d'un consul sont gérés par la Convention de Vienne de 1963. Et l'acte posé par le gouvernement kenyan, c'est vraiment anodin. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Goma, c'est une zone occupée par les rebelles. Au moins, il sait que c'est une zone occupée. Mais il fait au moins à volonté de nommer un consul. Mais il sera accrédité comment? Alors que ça devrait passer par le gouvernement. Évidemment. Qui va accréditer ce consul d'aller prendre ses fonctions à Goma? Vous allez comprendre qu'avec l'affaire des retraits des titres miniers, on a compris qu'il y avait même des chefs d'État africains qui détenaient des titres miniers ici sur notre sol, dans notre pays, qui exploitaient notre pays. Et le retrait de ces titres miniers a énervé certains. Parmi lesquels vous voulez citer Kenyatta. Ils sont nombreux, je ne voulais pas les citer, mais ils sont nombreux. Vous savez que c'est le régime passé qui a accordé cela. Et nous félicitons le gouvernement pour ces actes de bravoure et de courage. Mais comment ça va se faire diplomatiquement entre le Kenya et la République démocratique du Congo par rapport à l'acte posé que vous qualifiez de provocation? Je crois que le gouvernement a déjà pris ses dispositions. L'ambassadeur du Kenya, s'il existe encore dans notre pays, il doit être interpellé sur ça, il doit s'expliquer. Et il doit porter la responsabilité de son gouvernement, de son État. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Est-ce une provocation? Est-ce que c'est pour faire terroriser, n'est-ce pas, le gouvernement congolais sur le possible, ou la possible balkanisation qu'ils sont en train de rêver? Ce sont des questions que l'on se pose. Et donc vous pensez que ce serait une façon de valider la balkanisation au regard de l'acte posé diplomatiquement? Valider, le Kenya ne peut pas vraiment imposer la balkanisation à la RDC. Ça, c'est impossible. Parce que ce qui se passe à l'Est, c'est une expérience qui s'est déjà vécue dans le passé de notre pays. Vous savez, en 1967, il y a eu des mercenaires belges qui ont occupé Bukavu. Ils ont même proclamé leur gouvernement, avec toujours des gens manipulés, toujours, qui n'aiment pas ce pays ici. Mais la suite, c'est qu'ils avaient fini par libérer le territoire et le Congo avait retrouvé sa souveraineté. Peu importe le temps. Oui, peu importe le temps, nous voulons que ces dialogues avec les M23 aboutissent. Mais nous ne voulons pas que le gouvernement accepte ou bien fléchisse aux caprices de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont rien à présenter, ils n'ont aucune revendication. Mais quand on parle de ces dialogues, pour parler, c'est dire chacun a son cahier de charge. Le gouvernement congolais est-il prêt parfois à aboutir à des concessions au nom de la paix? Bon, dans les négociations, il y a toujours des concessions, il faut faire des concessions pour pouvoir s'entendre. Mais les concessions du genre hypothéquer, aliéner la souveraineté de l'État, aliéner l'intégrité territoriale, ça ne peut pas se passer. Nous appelons à ces Congolais-là qui sont dans l'AFC M23, nous les appelons à la raison. Ils doivent savoir d'où nous venons avec ce pays. Nous voulons la stabilité, nous voulons décoller, nous voulons que le développement s'impose dans notre pays pour aider la population. Parce que ce pays a beaucoup souffert de guerre en guerre, de dialogue en dialogue. Il n'y a pas toujours de solution. Alors, nous voulons que la conscience revienne dans ces gens-là. Parce que la décision avait déjà été prise par le recours aux armes. Menez une lutte démocratique, imposez-vous sur la scène politique aussi, et gagnez les élections, gagnez le pouvoir. Mais ceux qui recourent aux armes
ça veut dire que ce sont eux qui sont faibles. Parce que Corneille Nangaa, vous le savez, il a créé un parti politique qui n'était pas capable de réunir même 200 personnes. Et pour lui, il a trouvé facile de recourir aux armes pour pouvoir limoger Félix Tshisekedi ou bien le régime Tshisekedi. Mais ça, c'est impossible. La population n'acceptera pas parce que Félix est là par la volonté de la population. Alors, venez mener une lutte démocratique comme nous nous sommes dit dans le dialogue de Sun City avec l'accord global et inclusif. Tout avait été déjà réglé. Si vous lisez cet accord, on va vous dire que les belligérants avaient juré ne plus recourir aux armes. Mais ceux qui connaissent bien cet accord, ce sont eux qui maintenant qui commettent les erreurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que la jeunesse, les générations futures vont dire? Quelle image vont-ils retenir de vous? Et donc ici on comprend que c'est un appel au patriotisme que vous lancez. Évidemment, je lance un appel au patriotisme, à l'amour du pays en fait. Monsieur Jean-Claude Kapeta, je rappelle que vous êtes cadre MLC, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Christian, le plaisir est partagé. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.